Merci à l'inventivité, la créativité, la rapidité de Si Ahmed, qui à chaque fois est présent avec nous et nous permet d'avoir quelques retours avec un œil, bien sûr, humoristique. Donc cette dernière session, coprésidée avec Étienne Klein, va essayer de dégager peut-être un sens à l'imprévu, ce qui n'est pas très commode, mais nous sommes là justement pour essayer de mieux comprendre le sens de l'imprévu. Je vais d'abord demander au premier orateur, à Jacques André, de venir nous rejoindre. Il est psychanalyste, professeur de psychopathologie à Paris Diderot. Il a écrit énormément de livres. Il est passé aussi aux Antilles, où il a pu écrire quelque chose de très particulier sur l'inceste focal, la famille noire dans ces régions. Aussi des livres publiés au PUF sur les origines féminines de la sexualité. Mais bien sûr, il a aussi publié en 2013 une sexualité masculine, histoire de faire la parité quand même. Et surtout son dernier livre, Psychanalyse, vie quotidienne. Donc, s'il veut bien monter nous rejoindre et nous donner un sens possible à l'imprévu. Jacques André. Nous laissons les orateurs choisir s'ils veulent être debout ou assis. Ça, c'était pas prévu. Hein. Enfin, pardon. On m'entend? Ça va? Le programme l'indique. Mon intervention devait s'intituler « Le 7 janvier 2015 ». Aujourd'hui déjà un titre d'un autre temps. Impossible aujourd'hui de s'en tenir là. On ne peut plus parler du 7 janvier sans que s'y associe inévitablement le 13 novembre. Le site de la psychanalyse est à l'abri du monde. Portes et fenêtres fermées, lumière du jour ou tamisée, douce chaleur ambiante, isolement relatif des bruits extérieurs, confort du divan, même si ça fait 15 ans qu'il est là. Un homme ou une femme est allongé, il ou elle parle, essaye de se soumettre au fil de ses pensées, de ne pas reculer devant le ridicule des choses insignifiantes ou l'impudeur de ce que l'on ne dit pas. L'un parle tout le temps, l'autre laisse échapper quelques mots entre de longs silences. Dans le fauteuil, le psychanalyste écoute, parfois il entend, il lui arrive même de parler, d'une parole qui n'est pas un simple écho, mais un espoir, celui de faire découvrir à la personne sur le divan que les mots ont plus d'un tour dans leur sac. L'équilibre d'un tel dispositif est fragile. Rien suffit à en perturber l'économie. Mais au fond, cette fragilité n'est qu'apparente, tant la force d'attraction du transfert fait flèche de tout bois, mettant à profit le moindre imprévu, depuis le son lointain d'une leçon de piano jusqu'au klaxon de l'ambulance qui passe dans la rue. Rien que le transfert ne puisse faire tomber dans son escarcelle, rétablissant ainsi l'enceinte un instant effractée. La méthode psychanalytique repose sur une règle fondamentale dont l'énoncé varie sur la base de la formule bien connue « dites tout ce qui vous passe par la tête, etc. etc ». Cherchant ainsi, par cette règle, à faciliter l'association libre. Celle-ci, l'association libre, n'est pas un moyen, pas une fin. Ce qui est attendu, ce qui est espéré, c'est l'incident, la pensée incidente, imprévue, celle qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Rien n'est plus doux à l'oreille du psychanalyste qu'une phrase qui commence par « ça n'a pas de rapport, mais… » La règle est un appel au dérèglement, à la défaite dans le langage des raisons qui en brident l'expression. Tout se passe comme si l'événement imprévu qui surgit dans la séance, par exemple une vibration de l'immeuble que
que la patiente sur le divan associe aux angoisses que lui provoquaient les fréquents tremblements de terre dans son pays natal. Tout se passe comme si ce qui surgit dans la séance de façon imprévue rejoignait l'incident de parole appelé par la règle ordinaire. Il n'est même pas rare, dans certaines analyses, quand la répétition, voire le ressassement s'est emparé de la parole, que ces événements venus du dehors de la situation analytique apportent une nouveauté que le cours ordinaire de la cure n'arrive plus à engendrer. Tout imprévu peut être repris par le transfert, tout sauf l'imprévu qui prend l'analyse au dépourvu. Il y a une fusillade à Charlie Hebdo, il y aurait 12 morts. C'est une patiente à peine allongée sur le divan qui porte la nouvelle. Je n'en avais jusque-là nulle connaissance. Elle aurait fait état d'un accident mortel de la circulation auquel elle venait d'assister, quel que soit le nombre des morts, qu'il n'en eût sans doute pas été autrement qu'à l'accoutumée. Le transfert, là aussi, aurait réécrit les choses à son compte. Mais là, ce mercredi 7 janvier 2015, tout autre chose. Les premiers mots d'une séquence psychanalytique de quelques jours, comme j'en ai jamais connu auparavant. L'existence du site analytique a pour condition de possibilité l'écoute flottante d'un psychanalyste, flottante, c'est-à-dire traitant à égalité le détail insignifiant et l'événement tragique. Nous étions cette fois, ce jour-là, nettement en dessous de la ligne de flottaison. Ce n'est pas tant la stupeur et la curiosité qui firent obstacle, que le sentiment proche, sinon identique, chez les deux protagonistes, d'un moment de réalité politique s'emparant de toute la réalité et rendant parfaitement incongrues nos deux positions respectives, elle sur le divan, moi derrière dans le fauteuil. Charlie Hebdo, fusillade, terrorisme, islamisme, caricature, aucune de ces associations instantanées n'est libre. Qu'est-ce qui se passe? Impatience et inquiétude d'une question qui déborde et emporte, là, à privatif, la temporalité de la situation analytique. La difficulté à distinguer dans la formulation d'un point de vue la part du psychanalyste de celle du citoyen tient à la chose même. Ce n'est pas simplement parce qu'il deviendrait indécent de disserter sur les singularités de la vie d'âme alors que le monde vacille, mais parce que s'impose une autre face de la vie intérieure, celle qui participe d'un être psychique collectif. Quelque chose de la dissymétrie fondatrice de la psychanalyse, cette dissymétrie représentée par les positions spatiales respectives, mais aussi par les régimes hétérogènes de la parole, en rupture avec la communication ordinaire, comme si quelque chose de cette dissymétrie fondatrice s'était trouvé suspendu, même si cela n'a duré que quelques moments et quelques brefs moments. Pas dans tous les cas, il est vrai, pas avec tous les patients. Il arrive que l'enclos de la détresse soit à ce point clos qu'il ne laisse filtrer aucun des bruits du monde, même cela. L'être psychique collectif du 11 janvier, cette fois, celui de la manifestation, a lui-même des conditions de possibilité. Le « je suis Charlie » de cet instant, éprouvé avant de devenir assez rapidement simplement politiquement correct, repose, pour pouvoir le formuler, le penser et l'habiter, repose sur une identité suffisamment assurée. On le mesure paradoxalement à son contraire, assez étonnant, celui de ces jeunes adultes psychotiques, ces jours-là, ceux d'un hôpital de jour, qui s'inquiétaient de tant de folie, à entendre partout et ici et là, je suis Charlie. La question qui se pose, c'est qui Charlie? Comment, en effet, ces milliers de je, JE, peuvent-ils présenter être le même quand je, JE toujours à lui tout seul, est morcelé en de multiples autres? Le partage entre les protagonistes de la séance d'analyse, quand il a eu lieu, repose encore sur le transfert, mais transfert sur un tiers, cette fois, idéal en la circonstance. Le moment a pu rester silencieux et l'échange se limitait à peu de choses. L'essentiel était d'être saisi par une communauté.
Je suis, comme tout un chacun, l'héritier d'une filiation et d'une histoire familiale, mais ce fut pendant ces quelques jours une expérience à la fois étrange et rare de se sentir à ce point l'héritier d'une culture, d'un esprit, voire d'une nation. Pour qui a horreur des nationalismes et autres populismes, c'est une bizarrerie de découvrir que le mot « peuple », si souvent évoqué à tort et à travers au point d'être confisqué par les démagogues, puisse brusquement acquérir une cohérence à l'image de la présence du 11 janvier. Foule presque immobile, assemblée trop puissante ou trop fragile pour marcher, occupant tout l'espace de la République à la Nation en passant par la Bastille, foule étrangement sereine, même si quelques agoraphobes imprudents ont dû reculer devant leur propre audace et quitter rapidement les lieux, foule étrangement sereine, là où la simple esquisse d'une panique aurait pu tourner à la catastrophe. De ce rassemblement, de ce type de rassemblement, Freud a écrit ce qu'il y a psychanalytiquement à en penser. Un tel élan collectif n'est possible que par l'intensité d'un moment identificatoire, identification des uns aux autres, qui n'est rendue possible que par l'identification commune à un idéal du moi, ici la liberté, dont la liberté d'expression est la représentation la plus concrète qui soit, libre de dire ou dessiner ce que je pense, ou condamné à mort. La terreur, comme l'inconscient, est régie par la loi de Dracon ou la loi de Prairial. Elle ne connaît que deux verdicts, l'acquittement ou la mort. La nation constituée par ce mouvement d'élation n'est pas territoriale. Elle n'a pas de frontières, hors celle de la démocratie. Et pourtant, le moment a été aussi très français. Combien de pays, on l'a vu à ce moment-là, y compris démocratiques, pourraient se permettre Charlie Hebdo? Certes, Charlie n'est pas Voltaire, mais quand même. L'humour anti-religieux de Voltaire, Dieu a créé l'homme à son image, qui le lui a bien rendu. L'humour de Voltaire et les caricatures de Mahomet puisent à un fond commun. De la Révolution française, on retient le renversement du régime aristocratique. On oublie que ce fut aussi un moment de radicale déchristianisation. Avant Charlie, il y a eu le père Duchesne. Des hébertistes à la banque à Cabu, on retrouve la même passion antireligieuse et la même tradition de la caricature. Les premiers, les hébertistes, firent inscrire à l'entrée des cimetières « La mort est un éternel sommeil ». Les seconds, Charlie, sont morts sous les coups de la conviction délirante que la vie est au paradis. Leurs assassins, les assassins de Charlie, les accusaient de blasphème, c'est un contresens. Pour blasphémer, il faut croire en Dieu. Quand Charlie, c'est plutôt ni Dieu ni maître. Le terroriste de l'hypermarché Cacher a déclaré à l'un des otages « Vous les Juifs, vous tenez à la vie. Pour vous, la vie est sacrée. Pour nous, les musulmans, c'est la mort qui est sacrée. Viva la muerte ». Charlie et les Juifs, réunis par un même meurtre, c'est 3 siècles d'histoire et de barbarie condensés en 3 jours. La déchristianisation est en France un processus accompli, sinon achevé. Non seulement la laïcité nous est devenue constitutive, mais il suffit de voir l'état de jachère de l'Église pour mesurer la profondeur de la critique. Certes, il reste encore un parti versaillais. La Manif pour tous en a remémoré le souvenir, mais sur le ton d'un combat d'arrière-garde. L'islam n'a pas été concerné par cette histoire révolutionnaire. Le Mahomet de Voltaire n'est pas plus musulman que le Bajazet de Racine des Turcs. L'islam peut-il après coup s'y inscrire dans ce mouvement? La réponse du psychanalyste est nécessairement modeste, à la mesure de son expérience. Si je devais m'en tenir aux patients de culture musulmane qui s'allongent sur le divan, la réponse serait tranquillement affirmative sur la possibilité de cette inscription. Il reste que le divan, le diwan du psychanalyste, n'a d'oriental que l'étymologie. Dieu, en psychanalyse, est un matériel comme un autre, c'est-à-dire analysable comme le reste.
Sans surprise, c'est toujours avec les figures, quand l'analyse a lieu, l'analyse de Dieu, c'est toujours vers les figures toutes puissantes de la prime enfance que ça se conclut. C'est d'abord distrayant pour le psychanalyste d'être Mahomet dans le transfert. La psychanalyse ne rencontre l'interdit de la représentation que pour le lever, mais au bout du compte, ça se termine toujours entre papa et maman, ou baba et mama. Chacun voit Dieu à sa porte quand il le voit. Les choses sont inévitablement différentes pour celui qu'emporte un délire de masse. L'expression est de Freud. On s'aventure en psychanalyse parce qu'on est soumis à la question. L'apprenti prophète, lui, n'a que des réponses. Il y a pas mal d'années, j'avais eu l'occasion d'entretiens avec des hommes et femmes devenant témoins de Jéhovah ou adventistes du 7e jour. Un même fantasme psychotique et apocalyptique leur faisait confondre leur propre mort et la fin du monde. Aux femmes, l'entrée en secte permettait d'éviter un effondrement dépressif. Du côté des hommes, c'est plutôt d'une paranoïa qu'ils faisaient l'économie. L'adhésion à un délire collectif permet d'éviter un délire singulier, quitte à ce que cette économie individuelle se paye d'une menace de crime collectif. L'histoire le montre. Impossible sans doute, bien sûr, de simplement extrapoler au fou de Dieu d'aujourd'hui le raisonnement que je viens de tenir. Le basculement condense certainement des sources diverses, faisant cependant le pari que la folie d'aujourd'hui est aussi, sinon seulement, une folie de toujours. L'Apocalypse a donné de ces sinistres nouvelles le 13 novembre. Nous sommes un vendredi soir, l'heure n'est plus aux séances d'analyse. 12 soirées pour ma part, en tout cas au coin du feu, entre lecture et musique, lire, écouter de la musique, 2 crimes à Timbuktu, Raqqa. Pas de séance à cette heure vespérale, mais c'est pourtant par 2 patientes que la nouvelle m'arrive. 2 SMS, 2 messages énigmatiques arrivés presque en même temps, disant à peu de choses près, « Vous allez bien? Vous êtes à l'abri? Répondez, s'il vous plaît. » Quand les séances reprennent le lundi, le mardi, le temps de l'événement, de l'imprévu est passé. Mais c'est un passé qui ne passe pas. Les après 7 janvier et 13 novembre ont à la fois des points communs et des différences profondes, à la mesure de ce qui distingue ces 2 moments. Là encore, comment parler de soi à l'heure de la mort de tous? Un même primat de l'être psychique collectif s'est imposé à l'être individuel. Comment se pencher sur sa petite personne quand le monde tremble sur ses bases? Fort heureusement, la petite personne, c'est-à-dire l'individu, chose la plus insupportable qui soit à tout totalitarisme. Cette petite personne, passé l'accablement et la sidération, a rapidement repris du poil de la bête. Le 7 janvier, des symboles ont été assassinés et la réponse symbolique n'a pas tardé. Le 11 janvier, tout le monde était place de la Liberté. Rien de tel après le 13 novembre. S'il y a eu une réaction collective, c'est celle de tous ces jeunes hommes et femmes prêts à s'engager dans l'armée. Non plus défendre la liberté, mais détruire la destruction. Le 7 janvier était encore politique. Le 13 novembre est apocalyptique. Chacun, quand il n'a pas perdu un proche, connaît au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Un voisinage de la mort qui rend celle-ci présente tout autrement que le 7 janvier et qui, surtout, en fait la figure centrale. Les morts du 7 janvier étaient singuliers, les auteurs de Charlie, ou identifiés, les Juifs. Ceux du 13 novembre sont anonymes et quantitatifs. Ils sont 130. L'une des réactions les plus vivantes, notamment par voie de presse, a été de leur rendre leur identité, les nommer, en brosser le portrait, photo comprise qui restitue le visage, contre la mort, les morts. Le travail de la symbolisation, de l'humanisation, a bien fait quelques tentatives. Paris, d'abord. Notre Paris est leur Sodome. Écouter de la musique, parler, rire, boire un verre, autant d'abominations et de perversions. Mais on a vite senti que « je suis Paris » n'aurait jamais la force de « je suis Charlie ». La jeunesse, ensuite.
Le délire de l'Apocalypse combat l'idée qu'il puisse y avoir un lendemain à sa propre mort. Sa mort est la mort du monde. C'est bien la génération de demain qui a été visée, celle de l'espoir. Détruire l'espoir. Tentative de symbolisation, certes, mais dont le pouvoir d'entraînement tourne au ralenti. Peut-être que la symbolisation la plus en phase avec l'obscurité de ce moment se nomme état d'urgence. Véritable oxymore qui réunit en une même expression la permanence et la précipitation et condense en un même point le droit et le non-droit. La pulsion de mort n'a aucunement valeur d'explication pour ce qui est en train de se produire. Pulsion de mort, ce ne sont pas les mots d'une explication, mais ceux d'une énigme. Ceux qui ont tué avaient le même âge que ceux qu'ils assassinaient. Ils ont tué ceux qu'ils ne sont jamais devenus. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont aussi fait exploser. À l'échelle de la psychanalyse, la destructivité cultive fort heureusement des formes plus modestes, à l'image de la réaction thérapeutique négative, quand celui qui menace d'aller mieux se met à aller beaucoup plus mal. Que d'efforts obstinés pour scier la branche sur laquelle on est assis. Si les formes les plus évidentes de la destructivité visent la mort d'un autre, il reste que la pulsion de mort est au fond pulsion de sa propre mort. Le nazisme a beaucoup exterminé, mais c'est pour se conclure par l'autodestruction de l'Allemagne. Et si c'était là sa vérité profonde? Daesh est à l'image du monothéisme, un Dieu qui se prend pour le seul, un État, le califat, qui se prend pour l'État à lui tout seul. Pas seulement l'État de maintenant, aussi bien que l'État de toujours. Il est aussi urgent de détruire Palmyre que Paris. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'ailleurs. Freud conclut le malaise dans la culture en s'interrogeant sur le combat d'Eros, le rassembleur, contre les puissances de destruction. Un an plus tard, lors de la réédition de ce même ouvrage, Le malaise dans la culture, il ajoute une phrase sous forme d'une question. Entre Eros et les pulsions de destruction, qui peut présumer du succès et de l'issue? Entre ces deux dates, première et deuxième édition, entre fin 1929 et début 1931, les nazis sont entrés en masse au Reichstag. Ils y mettront le feu 2 ans plus tard, réduisant en cendres ce qui restait encore de démocratie allemande. On est sans doute aujourd'hui dans le même état de doute, mais le doute n'est pas le désespoir. Lors de l'assaut nocturne mené à Saint-Denis contre le repère terroriste, il s'est produit une chose aussi étrange qu'imprévue. Entre la porte blindée qui avait transformé le squat en bunker, les kalachnikovs, les ceintures de TNT et la puissance de feu des hommes du raid, au milieu de cet enfer, la parole a repris un instant ses droits. « Où est ton copain ?» a demandé le policier à celle qui se prénommait Asna et dont on a appris depuis qu'elle ouvrait plus volontiers la bouteille de vodka que le Coran. Sa réponse, la réponse d'Asna, a immédiatement jailli, paroles intempestives et défensives, des mots venus d'ailleurs, des mots venus de la vie. « C'est pas mon copain. » Eros n'est pas mort, il parle encore. Je vous remercie. Merci pour cette interpénétration entre la sphère relationnelle autour du divan et la sphère publique, qui évidemment nous questionne, puisqu'il y a un renvoi permanent, vous l'avez signalé, Jacques-André, de ces deux lieux. Des questions peut-être de la salle, des questions de mon coprésident, commentaires? André, vous avez parlé d'un sujet assez grave. Moi, j'avais une première question, mais qui va peut-être tomber à l'eau. C'est que, en lisant votre biographie, j'avais vu que, comme l'a rappelé René Friedman, qu'en 1994, vous avez écrit un « Que sais-je » intitulé « La sexualité féminine », en 2013, « La sexualité masculine », et je me demandais d'où venaient ces 20 ans de décalage. Est-ce que vous avez commencé par le plus simple
Mais en fait, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais il serait bien d'évoquer la correspondance entre Freud et Einstein. Fameuse correspondance dans laquelle, enfin, dans une réponse de Freud, il évoque la pulsion de mort. Mais je voulais plutôt vous faire réagir parce qu'il me semble que votre propos le contredit d'une certaine façon. Charles Péguy a écrit cette phrase quand il se passe des choses absolument inédites, quand il n'y a plus rien où se prendre, on sent qu'on est dans l'événement même. Et j'ai compris de votre exposé qu'en fait, quand il y a un événement comme les attentats du 7 janvier ou du 13 novembre, on arrive quand même à se raccrocher à quelque chose, c'est-à-dire une sorte d'idéal, le peuple, qui est par ailleurs une notion souvent récupérée, comme vous le dites vous-même, par les démagogues, qui reprend une symbolisation très forte. Est-ce que ce n'est pas une façon de se raccrocher justement à quelque chose qui permet de dépasser la violence de l'événement? Oui, enfin, je peux peut-être d'abord répondre à votre boutade sur C'est pas une boutade. sexualité masculine et féminine. Juste un mot, parce que c'est vaguement hors sujet, c'est vrai, mais ça fait rien. La sexualité masculine est devenue beaucoup plus intéressante depuis que les femmes sont socialement et sexuellement dans une situation complètement autre que celle qui était la situation à l'époque de Freud. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était installé de la sexualité masculine qui est aujourd'hui troublé par l'équilibre des sexualités, si je puis dire. Cet équilibre n'est plus le même. Les femmes sont, par rapport à la sexualité, dans une position de désir qui est complètement différente. Comme les hommes et les femmes vivent sur une même planète, ça a effectivement modifié quelques petites choses du côté. Ce qui fait que 20 ans plus tôt, ça ne m'aurait guère intéressé. 20 ans plus tard, ça devenait, via le vivant, beaucoup plus dynamique et intéressant à reprendre. Sur la question de ce... Alors, le mot que vous choisissez, se raccrocher, il y a un côté quand même radeau de la Méduse, bouée de sauvetage. J'espère qu'on n'en est pas là. J'espère qu'on n'en est pas juste à se raccrocher. Je ne pense pas qu'on en soit simplement à se raccrocher, même si sur le moment et sur l'instant, certainement, mais au-delà. Il y a quand même une différence très importante entre le 7 janvier, entre l'événement du 7 janvier et l'événement du 13 novembre. Je crois que chacun l'a perçu, l'a senti. On voit bien que ça ne donne pas du tout les mêmes effets. Le 13 janvier entraîne quoi? La guerre à proprement parler, des bombardements modifiés, un déplacement des choses, les Anglais qui s'y mettent, c'est l'ensemble des alliés à l'ancienne un petit peu qui se regroupent. C'est donc des phénomènes complètement différents que n'avait pas du tout provoqué le 7 janvier. Le 7 janvier avait malheureusement, si je puis dire, une très forte, une très grande importance symbolique. Ce qui était touché et visé était directement les symboles. C'était encore un meurtre de l'idée, un meurtre dans l'esprit. Alors qu'il y a véritablement quelque chose qui, dans le meurtre de masse du 13 novembre, qui effectivement évoque quelque chose d'une fin du monde, d'une pré-fin du monde. Je pense à l'un d'entre eux qui disait qu'il voulait se faire exploser pendant la période du Ramadan. Bon, il a un peu raté son coup, mais on comprend en plus cette conjonction, le Ramadan étant une sorte d'antichambre du paradis sur terre. Voilà cette espèce de conjonction de représentation qui est, il ne s'agit pas juste de tuer 130 personnes, ni de faire du mal à Paris, il s'agit bien de tuer le monde dans lequel nous vivons et de l'emporter dans leur propre mort pour installer leur propre royaume. Alors, je crois que nous avons en face de ces délires de masse, de ce délire de masse et d'autres délires de masse, nous ne sommes pas complètement sans moyens. Malheureusement, je dirais, les violences du XXe siècle nous ont un peu rodés d'une certaine façon. On connaît, c'est pas pour ça qu'on s'y fait, mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose comme cela qui se maintient, qui n'est pas de l'ordre du raccrochage, mais qui est de l'ordre de l'antagonisme, de la violence, du combat, pas seulement du combat des idées,